La chute de Constantinople joue un rôle important dans l'avènement de la Renaissance. Le sac de la ville au cours de la 4e croisade, puis sa prise par les Ottomans 2 siècles et demi plus tard, pousse beaucoup d'érudits à émigrer en Italie en emportant des manuscrits. Là, dans cette culture qui leur paraît barbare, ils s'efforcent d'introduire des idées et des valeurs nouvelles et de faire circuler leurs écrits. Ils vont donner une impulsion majeure à l'innovation. Les bibliothèques de Constantinople recèlent alors des trésors inestimables, la totalité du savoir de l'Antiquité. Par centaines, les érudits et les artistes fuient la ville meurtrie et prennent le chemin de l'Occident chargé d'ouvrages précieux. L'humaniste Manuel Chrysoloras est l'un d'eux. Il devient professeur à l'université de Florence sur invitation du chancelier de la ville qui lui adresse une liste de manuscrits qu'il aimerait consulter. Voilà comment l'Europe de l'Ouest redécouvre peu à peu la richesse de l'Antiquité. Par exemple, l'art de sculpter dans le marbre un mouvement vivant et réaliste, un savoir-faire oublié au Moyen-Âge, ou les fresques antiques qui inspirent les peintres. Mais aussi les chefs-d'œuvre de l'ingénierie antique, ce qui entraîne une vague d'innovation. Les savants étudient les représentations des déplacements des astres faites par les anciens. Les sciences, notamment les mathématiques et la physique, connaissent un regain d'intérêt. Les Européens puisent leur savoir auprès de différentes civilisations, les Grecs et les Romains, mais aussi les Arabes, les Byzantins ou encore les Indiens, puisque les chiffres dits arabes sont en fait empruntés à l'Inde. Et il en résulte un bouillonnement inédit, car ils ne se contentent pas de recopier les sources anciennes. Ils enrichissent leurs connaissances, ils les diffusent grâce à l'imprimerie, et ils en débattent avec une énergie incomparable. Au Moyen-Âge, le taux d'analphabétisme dépassait 90%. Les hommes d'église étaient pratiquement les seuls à savoir lire et écrire. Ils produisaient eux-mêmes les manuscrits, qu'ils protégeaient comme des trésors. Un copiste réalisait 10 à 15 livres au cours de son existence. La masse de travail nécessaire rendait ces ouvrages extrêmement précieux. Un seul d'entre eux pouvait coûter l'équivalent d'une ferme. Un codex en parchemin d'une certaine taille, par exemple une Bible, nécessitait l'abattage d'un troupeau de moutons entiers et revenait donc très cher. Petit à petit, on peut acquérir des livres imprimés à un prix bien moindre. La lecture se démocratise, l'écrit devient plus accessible. Autrement dit, une part croissante de la population peut participer au débat et suivre les progrès de la science. C'est comme ça que l'Europe devient le continent de l'innovation, plus que toute autre région du monde. Les ecclésiastiques ne se contentaient pas de recopier des manuscrits, ils les modifiaient parfois, falsifiant ainsi les textes. Leur interprétation passait pour être la parole de Dieu, ce qui leur conférait un grand pouvoir. La Renaissance marque aussi la chute de ce monopole du savoir, apanage de l'Église. La population devient plus sensible à la vérité et à la qualité des sources, tout simplement parce que les textes sont plus accessibles. On commence à les étudier en appliquant les méthodes d'analyse classiques. Et certains se sentent suffisamment confiants pour remettre en question certaines légendes entretenues par l'Église. Mayence, 1450. Un certain Johannes Gutenberg a l'idée de rassembler en un seul système les méthodes déjà connues de reproduction et d'impression. Son invention est sans doute la plus importante du millénaire. Pourtant, on ne connaît même pas les traits de l'imprimeur. L'invention de l'imprimerie marque un véritable tournant. Aucune autre n'a joué un rôle aussi important dans l'histoire mondiale au cours du millénaire. L'accès à la lecture progresse. Sans l'imprimerie, les innovations scientifiques, mais aussi la réforme qui s'annonce et beaucoup d'autres avancées n'auraient pas été possibles. Au cours des 60 années qui suivent, 400 éditions de la Bible en langue vernaculaire voient le jour.
Le nombre de laïcs capables de lire et d'écrire ne cesse d'augmenter. Ils sont de plus en plus nombreux à avoir un accès direct, sans médiation, au texte biblique et à la parole divine. L'homme de la Renaissance se sent proche de Dieu. Il se sent même devenir divin. Personne n'aurait osé dire une chose pareille au Moyen-Âge. Ça aurait passé pour un blasphème. Les gens invoquent la Bible pour rappeler qu'ils sont des créatures divines, que Dieu les a créés à son image et qu'ils sont donc pratiquement des dieux miniatures. À la Renaissance, Dieu paraît plus proche de l'homme qu'au Moyen-Âge. Toutefois, ce ne sont pas les livres, mais plutôt les feuilles volantes, tracts et pamphlets divers qui font vivre les imprimeurs. Elles sont abordables et ne représentent que 2 ou 3 heures de travail. Tout un chacun peut ainsi diffuser ses idées, ses poèmes ou ses dessins. 3 grands thèmes dominent: les histoires insolites et sensationnelles, les enseignements religieux et enfin la propagande politique et militaire. Les feuilles volantes sont indissociables de la Renaissance. Ce sont des textes qui sont imprimés et diffusés rapidement. Ils peuvent être mis sous presse un matin à Nuremberg et distribués à Zurich 2 jours plus tard. L'information circule donc beaucoup plus vite et devient difficile à contrôler. L'Église, qui avait l'habitude de définir le bien ou le mal, ne peut plus censurer un pamphlet déjà en circulation. Pour comprendre l'essor extraordinaire de la pensée libre à la Renaissance, il faut s'intéresser à ces vecteurs, c'est-à-dire à l'histoire de l'imprimerie et des feuilles volantes. Nous sommes à Milan en 1485. Léonard de Vinci travaille pour Ludovic Sforza, l'homme fort de la ville. Pour entrer à son service, il s'est présenté comme un expert en armes et en techniques militaires, mentionnant à peine son savoir-faire de peintre et de sculpteur. Le Codex Atlanticus, recueil de notes laissé par Léonard de Vinci, renferme plus de 1000 pages de croquis. On y trouve une machine à mouvement perpétuel, des engrenages et des véhicules fonctionnant à ressort, un peu comme la montre de Peter Heinlein. L'intérêt que porte Léonard de Vinci à la mécanique est dans l'air du temps. Bon nombre des génies de la Renaissance sont comme lui, à la recherche des moteurs qui mettent en mouvement l'homme, la Terre et l'univers. Mais en matière de mécanique, les horloges sont les réalisations les plus sophistiquées qui existent à l'époque. Vers 1505, Peter Heinlein met au point la première montre. La mesure exacte du temps est une condition sine qua non pour examiner le mouvement du Soleil, de la Lune et des planètes. Pour la première fois, certains savants se risquent aussi à contredire la vision du monde prônée par l'Église. Ils affirment que le Soleil ne tourne pas autour de la Terre et que la planète occupée par les hommes n'est pas le centre du monde. Dans la ville polonaise de Frombork, vers 1540, le chanoine Nicolas Copernic est un personnage haut placé et un humaniste aux talents multiples. Il est à la fois médecin, docteur en droit, mathématicien et économiste, auteur d'un traité remarqué sur la frappe de la monnaie. Mais il est passionné avant tout par l'astronomie. Ses observations et ses calculs dans ce domaine vont à l'encontre de la vision de l'univers élaborée au IIe siècle par Ptolémée, qui veut que la Terre se trouve au centre du système solaire. Ce modèle géocentrique est également celui qu'enseigne l'Église. Copernic est convaincu que c'est le Soleil qui se trouve au centre de l'univers. Malgré 3 décennies de travaux scientifiques, il ne publie pas son traité. Ses amis et ses proches, y compris des ecclésiastiques de haut rang, tenteront en vain de le faire changer d'avis. Si Copernic ne veut pas publier ses thèses, c'est en réalité parce qu'il a peur de se ridiculiser. Ses contemporains, du moins ceux qui ont reçu une éducation, savent que la Terre est ronde et non plate. Mais avec le modèle copernicien, cette sphère entre en mouvement. Elle tourne sur elle-même et se déplace à grande vitesse autour du Soleil. Pour les gens de l'époque, les conséquences sont inimaginables. Ils pensent par exemple que la Terre serait exposée à un très fort vent contraire. Ils se demandent si les objets ne tomberaient pas en biais, etc. Sans parler de la question théologique soulevée par Martin Luther. Il critique Copernic en lui rappelant que selon la Bible,
le Soleil tourne autour de la Terre. Tout cela dissuade l'astronome de publier ses travaux. Martin Luther va jusqu'à le traiter de fou. Autre avancée datant de l'époque, les éphémérides, des tables astronomiques établies à partir des calculs de l'astronome et mathématicien allemand Johannes Müller, dit Regiomontanus. Elles indiquent la position des astres pour les années allant de 1475 à 1506 et contribuent elles aussi à guider les navigateurs.